Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des livres, BD, mangas, comics que j'ai lus durant le mois en cours et on va terminer le mois de mai 2019 avec cette petite pile. Alors on commence avec un roman, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est un livre, bon, déjà c'est avec des mots dedans, mais c'est pas vraiment un roman, je sais même pas comment on pourrait appeler ça parce que c'est pas un artbook, c'est une sorte de, c'est même pas un recueil en fait, c'est une histoire en fait, c'est les Third Edition, c'est une maison d'édition qui parle beaucoup de jeux vidéo. Alors il commence à faire un peu de manga, de bande dessinée, tout ça. Et en fait, le principe, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que chaque volume, hein, qui fait environ 300 pages, s'attarde sur trois choses, hein. Création d'un univers, l'univers et son décryptage. C'est ça, hein. C'est création, univers, décryptage. Et en fait, pour Kingdom Hearts, qui est une grande saga qui s'étale sur quasiment 20 ans, l'auteur, Jay, a décidé de répartir ça sur trois tomes. Le premier sur la création de tous les jeux, le second, ça va être sur l'univers et son décryptage de tous les jeux, et le troisième sera sur Kingdom Hearts 3, qui est sorti il y a peu de temps, et vu que ce tome-là est sorti au moment où il y a déjà un an ou deux, donc le 3 était même pas encore sorti, vu qu'il est sorti en début d'année. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis un très grand fan de Kingdom Hearts. Là, il y a quelques jours à peine, avant que je tourne cette vidéo, j'ai platiné KH3. Peut-être qu'un de ces cas, je ferai des let's play sur Kingdom Hearts si j'ai le courage de refaire toute la saga. Parce que mine de rien, c'est quand même plus de 200 heures de jeu en ligne droite. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait tous les jeux avant KH3. C'est pour ça que je l'ai commencé il y a très peu de temps. Et donc, je vais revenir sur ça. Kingdom Hearts, la création, tome 1, donc qui revient sur la création de tous les jeux Kingdom Hearts, donc du premier jusqu'au dernier, enfin l'avant-dernier, hein, donc jusqu'au 2.8, et moi qui... J'ai lu quelques interviews, reportages, mais voilà, je m'étais jamais vraiment rentré à fond dans les dessous de Kingdom Hearts. Et j'ai appris énormément de choses, surtout par rapport à Nomura. Et en fait, le fait que je sais qu'il a travaillé sur les Final Fantasy, mais je me suis rendu compte que il a pioché des idées dans Final Fantasy qu'il a redit dans Kingdom Hearts, et vice versa. Et ça, c'est super intéressant. J'ai dévoré ce tome de 400 pages en un week-end. Je l'ai reçu un vendredi après-midi d'Amazon. Le dimanche après-midi, la même semaine, j'avais terminé. En 48 heures, j'ai eu les 400 pages. En fait, j'ai fait que ça de mon week-end. Tellement j'étais à fond dedans. Je vais sûrement dans pas longtemps commander le deuxième tome et je pense que je vais le dévorer aussi en un week-end. Bon, peut-être pas parce qu'il fait 600 pages, donc peut-être mettre un peu plus de temps, mais c'est génial. Et si les autres livres des éditeurs sont aussi bien, il y en a un qui va arriver sur Berserk, qui va arriver pour la Japan Expo, lui je le prends direct. En plus, c'est Al239, qui est un youtubeur que j'adore, qui écrit le bouquin, donc je sens que ça va être génial. Il y a un truc sur Metal Gear, sur les Final Fantasy. Je pense qu'il y a des licences que j'aime bien, je vais les prendre. En tout cas, si vous connaissez pas, lisez ça. Et peut-être que Kingdom Hearts, je ferai peut-être des vidéos dessus, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est super bien. Je connaissais pas, enfin je connaissais, mais j'avais pas encore lu un seul des bouquins de cet éditeur. Et c'est super bien, ça me donne envie de lire d'autres bouquins de cet éditeur. Parce que c'est super documenté, c'est super intéressant. J'ai pris du plaisir à lire ça. Et ça fait très longtemps que je parle de ce truc-là, donc on peut peut-être passer au suivant maintenant. Kingdom, tome 18, donc on poursuit sur ce qui avait été lancé dans le tome précédent, donc à savoir de la politique avec la reine-mère, donc la mère de Aesei, donc qui est la reine par intérim, hein. C'est un peu comme Cersei, hein, pendant toute la série Game of Thrones, hein. C'est la reine-mère parce que bah il n'y a pas encore de reine légitime, parce qu'il n'y a pas de femme qui s'est mariée au roi, enfin au prince, roi, enfin le fils de l'ancien roi. Et là c'est pareil, il y a des gros complots de politique à la Game of Thrones, hein, à base de jeux d'alliance, de trahison, de jeux de pouvoir, c'est génial. Et à côté de ça, on a un petit retour sur Shin vers la fin, qui découvre, entre guillemets, le côté obscur de la guerre, à savoir, ben, quand le gagnant a gagné et a conquis une place forte, ben, les perdants, il faut en faire quelque chose. Viol, massacre, pillage, ça il aime pas trop Shin. Et je trouve ça, alors, un petit peu bisounours de sa part, hein, mais en même temps, c'est en logique avec le personnage, et j'aime beaucoup que les deux rivaux soient un peu dans le même état d'esprit que lui, sauf que eux, ils sont plus tempérés, disant, nous, on va attendre d'être au sommet du pouvoir pour tout changer. Alors que Shin lui dit, non, non, moi je suis là, je le fais tout de suite. C'est génial. Voilà, Kingdom, c'est toujours aussi bien, lisez Kingdom. Dr Stone, tome 6, donc le tome 5 qui s'était conclu par les révélations de l'origine du village dans lequel est Senku depuis 3-4 tomes. Ça continue là-dessus au début de ce tome-là, on découvre des délires par rapport au village, comment il s'est construit, pourquoi ils sont comme ça, quels sont les liens avec Senku. C'est super intéressant, et bon, vers la fin, on a le retour, on va dire, du grand méchant, enfin du grand méchant. On l'a pas encore vraiment revu, mais
on sent qu'il s'approche, hein, donc le lycéen le plus fort, j'ai oublié le nom, putain, Ryohei, non c'est pas du tout ça, j'ai plus son nom, il est pas dessus, donc voilà, c'est le grand méchant, hein, qui est apparu dans le tome 1, qui s'était barré après, enfin qui a construit son armée depuis, voilà, ça va y avoir un gros affrontement dans pas longtemps, et alors ceux qui sont pas au courant, non, alors je crois que c'est Wakanim qui a les droits, ou c'est Crunchyroll, je sais plus. Ça arrive en France au mois de juillet. Voilà. Enfin, l'anime est prévu depuis longtemps, mais là, ça arrive. Alors, ça a été licencié, je sais plus c'est qui. Fire Force, c'est ADN. Mais alors, Dr. Stone, je sais plus si c'est Crunchyroll ou Wakanim. Je sais plus. Mais en tout cas, ça arrive en France chez un des 3 grands leaders. Donc, ça va être cool. Inomaru Sumo, tome 15. Donc, c'était la fin de la demi-finale face à ce putain de lycéen qui est un monstre. C'était un affrontement divin, impressionnant, mais c'est waouh. Et la finale, ça va être contre Susanoo, ça va être génial, ça va être épique. Là, franchement, là, on arrive à la fin de l'arc du tournoi des lycéens, donc qui est, on va dire, la fin de la première saga d'Inomaru Sumo, vu qu'on m'a spoilé le nom de la seconde saga, je le dirai pas ici, mais ça va être épique. Là, l'affrontement qui arrive dans le prochain tome contre Susanoo va être épique. Celui-là était épique, mais le suivant, je pense qu'il va... Alors, je pense qu'on va pas l'avoir dans le tome 16, mais plutôt dans le tome 17, parce que je pense pas qu'ils vont rusher tous les duels dans le prochain tome. On va l'avoir sûrement dans le tome 17, voire 18, mais en tout cas, Susanoo contre Inomaru Sumo, enfin contre Inomaru tout court, hein. Inomaru Sumo c'est le titre, ça va être épique. Ça va être génial. Made in Heaven, tome 4, et je m'attendais absolument pas à lire ça. Enfin, je m'attendais à lire le tome, mais je m'attendais pas à lire ce qu'il y a dedans. En fait, dans ce tome, on suit une nouvelle génération de réincarnation. Alors en fait, pendant les 3 premiers tomes, on a suivi le moine, la fille au gros sein et son pote moine, et en fait, on se passe alors quelques décennies plus tard, il y a en fait, les personnages, le moine et compagnie se sont réincarnés dans d'autres personnes, qui sont liés à l'histoire du Japon, et en fait, bah, le héros qui est mangaka va continuer son histoire avec ces nouvelles réincarnations-là. Donc ça veut dire que la série va pouvoir se prolonger. Je m'attendais vraiment à me dire... En fait, je me disais aussi intérieurement, comment il va faire pendant 12 tomes à raconter l'histoire des deux en même temps? Bah non, en fait, il va refaire la même histoire, une nouvelle génération, avec un nouveau contexte géopolitique. Là, par exemple, le héros n'est plus un moine qui est pieux, qui doit pas renoncer à la chasteté. Et en fait, la fille, c'est une princesse. Et le pote du héros, c'est devenu le cousin de la princesse. C'est génial, ça va être épique, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc ça veut dire que tous les peut-être 3-4 tomes, on va avoir un sous-temporel et avoir une nouvelle génération. J'ai pas vraiment hâte de voir la génération 39-45. Voilà, je dis ça comme ça. Ceux qui vont subir la Seconde Guerre mondiale, ça doit être très trash. Gerexis, tome 1 et 2, donc j'ai dû parler du tome 1 il y a quelques temps maintenant. Alors c'est par l'auteur de Saltines, qui est une série qui a gagné un prix au Festival international de la bande dessinée à Angoulême, qui était une bonne histoire, franchement un peu perché hein, par moment. En même temps c'est What the Fuck, hein, c'est la collection What the Fuck d'Akata, et ça c'est tout aussi perché. J'ai pas tout compris à la fin, honnêtement, très clairement. Et en plus je me suis relu comme le tome 1 avant de lire le tome 2 pour essayer de tout piger. Alors j'ai compris des trucs en relisant le tome 1 et après avoir lu le tome 2, il y a des trucs qui sont un peu plus clairs, mais j'avoue que la fin... j'ai bugué, et bah, si vous êtes curieux, prenez, c'est en 2 tomes, hein. De toute façon la série est terminée en 2 tomes, vous allez prendre une grosse claque vers la fin, vous allez rien comprendre, et si vous avez kiffé, lisez Saltines, pour moi c'est encore mieux. Saltines c'est clairement mieux que ça, mais ça reste quand même bien, hein. C'est un peu what the fuck, un peu perché, mais en même temps, what the fuck, hein. Donc c'est logique. Relife, tome 10, on approche toujours tout doucement de la fin. Je crois qu'il y a 15 tomes, et franchement, je me demande qu'est-ce qu'on peut raconter pendant 5 tomes, vu comment ça avance, hein, surtout la relation entre le héros et... j'ai plus les noms des personnages, honnêtement. J'ai relu le tome, mais honnêtement, j'arrive pas à me souvenir des noms des personnages. Ichiro, Shizuru et Arata Keizaki, donc le héros et l'autre fille, hein, qui sont tous les deux victimes, qui participent au Relife, mais ils sont pas au courant que l'autre participe aussi, donc à chaque fois ils sont amoureux l'un de l'autre, mais ils disent ouais mais ça reste quand même qu'une lycéenne ou qu'un lycéen, moi j'ai 25-30 piges, je peux pas me taper un jeuneau, alors qu'en fait ils ont peut-être le même âge. Je trouve ça vraiment cool, bah, à part dire je t'aime dans la fin de la série, je vois pas ce qu'on peut raconter pendant encore 5-6 tomes là. Je crois qu'il y a encore 5-6 tomes, mais si c'est 5-6 tomes où ils vont se tourner autour, ça va vite être chiant. Hein. J'espère que ça va pas être ça pendant 5 tomes parce que ça va vite être relou. À voir la suite, mais en tout cas c'est toujours aussi bien. C'est un
un excellent School Life. Moi, franchement, je le recommande. En plus, c'est entièrement en couleur, je le dis à chaque fois, mais c'est entièrement en couleur. Pour 7-8 €, je crois. Franchement, c'est honnête comme prix. Et c'est toujours aussi bien, toujours les personnages sont aussi attachants. Relife, lisez ça, c'est bien. Deep Sea Aquarium Magmel, tome 3 de chez Vega. Alors Vega qui a repensé sa couverture parce que jusqu'à présent c'était une couverture mate qui était un peu étrange au toucher parce que c'était pas lisse. Là c'est brillant, donc il y a une sorte de petit vernis par-dessus. Et moi je trouvais que ça rendait la couverture fragile. J'ai l'impression qu'avec le temps, elle allait s'arracher parce que à force d'ouvrir, de déplier, plier les jaquettes, bah elles allaient se déchirer parce que le papier était trop fin, trop fragile. Là déjà, il y a un petit côté un peu plus solide, mais c'est peut-être psychologique parce que ça fait des années que j'ai des couvertures avec du vernis par-dessus. Sinon, après, le tome en lui-même, c'est toujours aussi bien. Si vous avez aimé les 2 premiers tomes, c'est toujours aussi cool. Moi, j'aime beaucoup Magmel. J'aime beaucoup les personnages qui sont attachants. J'ai beaucoup aimé le chapitre avec les films d'horreur. Le héros, il m'a fait mourir de rire. Le passage où il voit un film d'horreur et après il dit « Mais j'ai peur d'aller à l'aquarium parce que je crois qu'il va y avoir des monstres. » C'est génial, c'est fantastique, j'ai kiffé. Et qu'à la fin, il y a un mec qui dit « Si tu veux, on vient chez moi, j'ai plein de films d'horreur. J'ai cru que t'aimais ça. » Et j'ai dit « Non, c'est trop, là, j'arrête là, c'est trop marrant. » Donc Magmel, lisez ça, c'est super bien. Si un jour il y a un animé, je pense que les gens ils vont kiffer parce que c'est super bien. Fool's Paradise, tome 4, dernier tome de la série. Et étrange. Honnêtement, en lisant le tome 1, tu te dis, oh, il y a 4 tomes, ok, ça va aller là, dans cette direction-là. Et en fait, chaque tome va dans une autre direction, si bien que quand tu lis le tome 1, c'est impossible que tu puisses prévoir le tome 4 tellement c'est surprenant. Là, vu comment ça se termine, mais même en débutant le tome, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Il y a eu des... Alors, il y a des petits trucs sur lesquels je suis un peu... Ah d'accord, on n'en parle pas plus que ça, ces trucs-là. Mais l'auteur a voulu transmettre son idée jusqu'au bout. C'est assez spécial, hein, c'est vraiment une lecture... je pense que les fans d'Ikigami, Préavis de mort, vous allez kiffer parce que c'est un peu dans le même, dans le même esprit. Un peu politique, mais sans le côté tranche de vie à chaque fois. Et c'est vraiment bien. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça se finisse comme ça. Mais je le relirai avec plaisir. Bon, c'est en 4 tomes, donc si vous voulez un petit seinen, pas non plus trop complexe, mais quand même un petit peu, bon, avec des sympas non plus fifou, mais ça fait le taf, c'est bien. Fool's Paradise, c'est en 4 tomes, c'est super bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui suivent fidèlement mes lectures du mois, il y a quelques mois, j'avais acheté pour les 48 ans de la BD le premier tome de March Come Like a Lion, donc c'était pour 2 €, et j'avais beaucoup aimé. À tel point que j'ai acheté l'intégralité des tomes. Donc là, je vous montre le tome 2 et 12. Donc moi, j'ai acheté le tome 1, donc j'ai acheté la suite. Jusqu'au dernier tome, le tome 12. Et en fait, j'ai acheté de 3 ou 4 par 3 ou 4. Et si bien qu'au bout d'un moment, en fait, à chaque fois que j'en achetais 3 ou 4, je le lisais. Je disais, c'est trop bien, je veux la suite. Et en fait, bah, je me suis arrivé au bout de quelques mois à arriver au tome 12. En me disant, merde, je suis arrivé au bout. Et c'est trop bien. Non, franchement, c'est super bien. Il y a des passages monstrueux, tu montes en émotion, on parle de harcèlement scolaire, il y a du shoji, c'est épique, il y a des histoires d'amour. Le tome 10-11, honnêtement, j'ai pris une grosse claque de forain. C'était monstrueux, parce qu'il se passe un truc avec le héros. J'en dis pas plus, mais le tome 10, 11, 12, vous allez prendre des grosses gifles, les gars. Même déjà avant, vous allez prendre des gros gifles. Et bon, best waifu. Voilà, je le dis, ce personnage-là, c'est la best waifu. Elle a 16 ans, elle est pas majeure, mais best waifu quand même. Voilà, je le dis, je vais avoir des problèmes. Hein. Je le sais, je vais avoir des problèmes. La police arrive, je les entends, les CRS sont au bout de la porte. Mais lisez, March Come Like a Lion, c'est un super manga. Alors, il y a du shoji, échec japonais, enfin, on va voir. Honnêtement, c'est Osef. Très clairement, vous avez kiffé Karo no Go alors que vous comprenez rien au Go. Honnêtement, le shoji, c'est même pas le truc le plus important. Il pourrait jouer au G-Shek ou au Go, le héros, ça serait pareil. Le shoji, je vais pas dire que c'est un prétexte, mais c'est pas le centre de l'histoire. Le centre de l'histoire, c'est les personnages et ce qu'ils vivent. Le shoji, c'est... En plus, il y a un personnage sur les 4-5 qu'on suit qui fait du shoji, donc voilà, arrêtez. Lisez ce manga, c'est trop bien. Voilà, je ne dirai pas plus. De toute façon, là, il va y avoir le tome qui va arriver, le tome 13 arrive dans pas longtemps, je vais en reparler. Mais en tout cas, ce manga est très très bien. Lisez-le. Alors, il y a quelques jours, Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, de Vagabond et de Real, a annoncé qu'il reprenait le manga Real. Et moi, j'avais pas le tome de Real, donc je me suis dit, je vais les acheter. J'ai acheté les 14 tomes, je les ai dévorés en un week-end, c'était trop bien. Enfin, peut-être pas en un week-end, en une semaine, ou quelques jours, en 3-4 jours. Je les ai lus 3 par 3 en 4 jours. Donc j'ai dévoré ça en 3-4 jours. C'était super bien. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga de basket, comme Slam Dunk.
mais ça parle pas de basket, ça parle de handi-basket. C'est épique. Alors on suit 3 personnages. Il y en a un, c'est une racaille qui a été victime d'un accident, qui a miraculeusement survécu à cet accident, mais sa passagère est handicapée. Un autre qui est handicapé depuis des années, et un personnage qui va devenir handicapé au début de la série. Et on va suivre ces 3 personnages-là évoluer. On a quasiment un tome consacré à chaque personnage. C'est génial. Si vous avez kiffé les matchs de basket de Slam Dunk, mais c'est épique, c'est 1000 fois mieux. C'est génial, Real. C'est un truc de dingue à lire absolument. C'est monstrueux. Je sais que Pause Manga en a parlé, mais franchement, il en parle déjà bien, mais je crois que je vais même dire, je vais être méchant avec lui, mais il en parle même pas assez bien. Il en parle déjà bien, mais je pense qu'il y a encore des meilleures façons de le faire. Mais même moi, j'arriverai pas à le dire. Mais lisez Real. Si vous aimez Slam Dunk, si vous aimez le basket, si vous aimez les mangas de sport, lisez ce manga. C'est un truc qui va vous retourner. C'est monstrueux. J'ai acheté et lu le 2e et dernier tome de l'intégrale de Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Alors, j'avais pas lu le manga jusqu'au bout, j'avais peut-être le 3 ou le 4e, mais je me souviens plus. J'avais surtout vu l'animé de Masaki Uesa qui était une dinguerie. Le manga, c'est un truc de malade. J'ai mis sur mon Instagram quelques pages. Il y a des pages, il y a un découpage de malade. Faut un de ces quatre, j'en parlerai, Ping Pong. C'est un truc de gueudin, c'est un truc de fou. Mais l'auteur, il s'est lâché au niveau du découpage. J'en parlais dans ma vidéo sur Taiyo Matsumoto quand je parlais de Number 5 avec son découpage de dingue. Dans Ping Pong, il le faisait déjà. C'est un truc épique. C'est un truc de malade. Et lisez Taiyo Matsumoto, lisez Ping Pong. C'est un... Alors, je vais peut-être me répéter avec Reel. C'est un putain de manga de sport. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Cet auteur, il est fou. Dans Ping Pong, il est fou. Je le dis tout de suite, il est fou. Le découpage, il est malade. Il y a des trucs... il y a des pages, elles sont même plus droites. C'est onduleux. Les personnages, ils font des trucs, puis tu te dis, mais c'est pas possible. Il n'y a aucun manga sport jusqu'à présent qui a fait ça, qui a osé refaire ça. C'est un truc de dingue, Ping Pong, lisez-le. C'est, sans mentir, c'est un truc à lire, une fois dans sa vie, tellement c'est un truc de dingue. Walking Dead, tome 31, on continue l'histoire de la gouverneuse entamée depuis 2-3 tomes. Là, en fait, la gouverneuse et Eric font le tour des différents, on va dire... alliés de Eric, hein, donc elle voit le royaume, elle voit la colline, elle voit Alexandria, elle dit ouais on pourrait être des super alliés, sauf que en parallèle, dans son petit chez elle, ça se passe pas super bien, il commence à avoir des révolutions, le petit côté prise de la Bastille, no pasaran, on va décapiter des têtes, ça sent pas bon, je pense que dans les prochains tomes il va y avoir encore une extermination de masse, ils vont se retrouver comme des cons. Je sens que la gouverneuse et son petit royaume, ça va pas être super paisible. De toute façon, c'est à chaque fois comme ça. Rick, il rencontre un groupe, ça se passe mal, c'est la fin du monde. C'est un poissard, ce type. Hein. Il fout la merde là où il arrive, hein. C'est un truc de dingue. Et on termine avec Doggy Bag du label 619. Alors, le label 619, ça fait quelques temps que j'en parle. Enfin, je parle de certains de leurs titres. J'ai commencé avec Mutafukas, Puta Madre, The Grocery, PTSD, qui sont des titres de Run et de Singelin que j'aime beaucoup. Et en fait, on m'avait conseillé les Doggy Bag, qui sont des recueils d'histoires. Donc, c'est à chaque fois 3 auteurs du label 619 qui écrivent 3 histoires qui ont aucun rapport les unes avec les autres, c'est juste ils font un petit one-shot de 50 pages, environ, hein, ouais, environ 40-50 pages, pour 13 euros on a 150 pages, et à chaque fois c'est des histoires complètement barrées, un petit peu pulp, un petit peu comics à l'ancienne, et là-dedans c'est le premier, on me l'avait conseillé, mais quelqu'un m'avait dit sur Twitter, je crois que c'est Gilberg, je sais plus trop son pseudo, j'ai pas retrouvé le tweet, il m'avait dit « Ah, si t'aimes bien ça, prends les Doggy Bag !» J'ai pris le tome 1, donc il y a 3 histoires, une de Run, une de Singelin et une de Modou que je ne connaissais pas. 3 histoires totalement différentes, il y en a une avec des bikers loups-garous, l'autre c'est une chinoise qui se bat avec des armes africaines, qui tue des mecs, c'est des mafieux chinois qui ont des animaux avec eux. C'est un truc complètement, un gros trip, et l'autre c'est Run qui fait une histoire de vengeance avec un flic, c'est Schwarzenegger en plus tocos, ce qui est déjà un truc de dingue. Et c'est dingue, je pense que je vais me prendre les autres Doggy Bag les uns après les autres. C'est stylé. Si vous voulez lire des bons comics, je suis peut-être un petit peu grand, des grands mots ce que je dis, mais en tout cas, si vous voulez découvrir des grands auteurs, enfin des bons auteurs de comics, lisez ça. S'il y en a un qui vous retient votre attention au fur et à mesure, comme Ron et Singelin qui font des bons trucs, regardez ce qu'ils ont fait. Moi, PTSD, The Grocery, Mutafuka, c'est des trucs que j'ai kiffé. J'ai un peu moins aimé Singelin dans ce tome-là. Enfin, son histoire était pas ouf. Le découpage était dingue, mais je trouvais que l'histoire des bikers loup-garou un peu moyen. Autant Ron,
une grosse claque. Et le truc, c'était une grosse claque. Son histoire de vengeance, c'était un truc de dingue. Mais voilà, The Doggy Bag, j'aime prendre les prochains, vous allez me voir souvent en parler, parce que c'est trop bien.